Un agent IA, aujourd'hui, il est capable de lire un ticket, de modifier des fichiers, d'écrire des tests et d'ouvrir une pull request dans la foulée en 4 minutes seulement. Donc, la question n'est plus de savoir est-ce qu'il sait coder. Bon, ça, elle sait, l'IA, elle sait. La vraie question, c'est ce qui te reste, toi, en tant que développeur. Dans 10 minutes, tu sauras ce qui va prendre de la valeur, ce qui en gagne et comment en fait décider tâche par tâche ce que tu vas déléguer à l'intelligence artificielle. Ceux qui se trompent là-dessus ne seront pas remplacés par l'intelligence artificielle, ils seront par contre remplacés par les devs qui auront tout compris. Alors pendant les 10 dernières années, on a dit la même chose aux développeurs. Code plus vite, apprends plus de frameworks, faire plus de tickets, en fait, c'était un bon conseil. Ça marchait. Sauf que la machine qui fait exactement ça, plus vite, sans fatigue, à 3 heures du matin, elle existe aujourd'hui. Donc, on va voir 3 choses. Pourquoi ta compétence la plus visible, la vitesse d'exécution devient la moins rare. Ensuite, une étude où des devs expérimentés sont allés moins vite qu'avec l'intelligence artificielle, en étant convaincus du contraire. Donc, je vais te donner des chiffres. Et à la fin, le modèle qui compte vraiment, comment calibrer ce que tu vas déléguer à l'intelligence artificielle, c'est la partie que j'aurais aimé avoir il y a 2 ans. Aujourd'hui, une seule chose a vraiment changé. Pendant très longtemps, transformer une idée en logiciel ou en une application était rare et coûtait très cher. Une boîte, quand elle voulait une application ou une app, ce qu'elle va faire, donc, elle va recruter, elle va monter une équipe et 6 mois de boulot plus tard, des centaines de milliers d'euros dépensés, elle a son application, son logiciel qui était disponible. Aujourd'hui, tu demandes et en quelques heures, tu as une interface, une API, un schéma de base, des tests, de la doc. Est-ce que c'est fiable? Pas systématiquement. Mais là n'est pas le point. Le point, c'est que la première version est devenue presque gratuite. Et il y a une règle qui n'a jamais raté. Quand quelque chose devient abondant, tout simplement, sa valeur, elle baisse. Le code ne devient pas inutile, mais savoir produire du code tout seul, ça ne te différencie plus en tant que développeur. Parce que le dev le plus valorisé de la dernière décennie, c'était celui qui allait vite, ticket, compréhension, livraison, ticket suivant. Si un agent IA fait ça en 4 minutes, la vitesse arrête d'être un avantage. Ce qui devient rare, c'est quel problème on résout. Exemple, le métier arrive, il faut améliorer la gestion des utilisateurs. La question, c'est améliorer quoi? Le login, la sécurité, la latence, les rôles. Cette demande, en fait, telle qu'elle est présentée, en fait, elle ne va pas être exploitable. Donc pour toi, comme pour un agent IA, ton job en tant que développeur, c'est de transformer en ça. Réduire les déconnexions dues à l'expiration de sessions sans baisser la sécurité, sans casser la version mobile 4.2. Là, c'est beaucoup plus clair. Maintenant, c'est un vrai problème que tu as. Et c'est là, en fait, que l'agent IA, il peut construire la solution que toi, en fait, tu as identifié comme permettant de résoudre le problème que tu viens de définir. Tu as bien vu que quelqu'un, en fait, a dû, à partir d'un besoin flou, en fait, clarifier, remonter les contraintes cachées et définir vraiment ce que l'utilisateur final a besoin, le métier a besoin. Et cette personne, elle est encore humaine. Alors, l'arrivée de l'IA, on nous vend ça un peu comme une potion magique qui va nous rendre, en fait, qui va donner un gain de productivité massif.
Parfois, c'est vrai. Donc, GitHub, ils ont publié des expériences où des devs finissaient certaines tâches beaucoup plus vite avec Copilot. Donc, bien entendu, tâches isolées, bien cadrées. Le gain, il est réel. Mais il y a une autre étude, elle est plus étonnante, plus dérangeante. Des développeurs open source expérimentés, donc pas des juniors, sur leur propre codebase, donc quelque chose qu'ils maîtrisent, qu'ils connaissent par cœur, on leur donne des outils. Donc résultat, ils ont mis plus de temps. Ça paraît quand même bizarre parce que tu te dis, quelqu'un d'expérimenté à qui on donne de la puissance, ça devrait quand même aller beaucoup plus vite. Donc c'est un petit twist parce que même eux, ils étaient persuadés d'être allés beaucoup plus vite, même après coup, leur perception était inversée par rapport au temps. Donc pourquoi? Parce que générer du code est rapide. Vérifier ne l'est pas. L'IA, il va te répondre en 8 secondes. Et tu peux passer des vingtaines de minutes sur est-ce que c'est la bonne approche? Est-ce qu'elle a bien compris l'architecture de mon projet? Est-ce qu'elle vient d'introduire une régression? Qu'est-ce qui se passe si la requête plante au milieu? Si deux utilisateurs, en fait, ils vont faire l'action en même temps. Et cette lecture-là ne donne aucune dopamine. Générer, c'est grisant. Relire, c'est barbant, c'est du boulot, c'est vraiment du travail. Et il y a une piège caché en dessous. En fait, on répète souvent que le risque de l'intelligence artificielle, c'est du mauvais code. En vrai, du mauvais code, on en a écrit depuis l'invention de l'informatique. Mais le vrai risque, c'est de ne plus être capable de reconnaître du mauvais code. Parce que une IA, il peut te sortir une solution bien découpée, commentée, avec des tests qui passent, et profondément fausses, mauvaise abstraction, cas limite oublié, des problèmes de rest condition, de concurrence, migration irréversible. Avant, le mauvais code, en fait, c'était moche. Il te prévenait, en fait, tu es capable de le sentir bien avant. Maintenant, il est bien habillé. Alors, tout ça pour te dire que la règle, plus la tâche est simple et isolée, plus l'intelligence artificielle va te faire gagner du temps, réellement. Plus elle est complexe, critique, branchée sur quelque chose qui existe déjà, plus la vérification, en fait, il va bouffer le gain que tu as eu, en fait, par rapport à la génération de code. Et parfois, ça peut même le dépasser. Donc, ce qui veut dire que la bonne question n'est pas est-ce que cette intelligence artificielle est bonne ou elle est meilleure, c'est pour cette tâche, quel niveau d'autonomie je vais lui donner. On a vu que le code, en fait, il devient abondant et que la vérification coûte cher. Et que la seule solution à ça, donc, c'est de développer ton jugement, ta vision, quoi. Ouais, tu me diras, merci beaucoup Fabs, c'est très utile, ouais, je vais m'en sortir avec. Donc, maintenant, en fait, la partie concrète. Et c'est la plus contre-intuitive de cette vidéo parce qu'elle dit que le bon dev n'est pas celui qui délègue le plus. Alors, un des conseils que je vais te donner, à toi de voir si tu veux l'apprendre ou pas, c'est d'arrêter de penser à l'autonomie comme étant une propriété de l'agent IA. C'est un curseur en fait que c'est à toi de régler pour chaque tâche, à chaque fois que tu utilises l'intelligence artificielle. Premier cran, donc l'agent il va exécuter tout simplement, donc données de test, première version de doc, script one shot, refactoring local couvert par des vrais tests. Le coût d'une erreur est quasiment faible et l'erreur est visible. Donc là, tu peux le lâcher totalement. Cran 2, l'agent, il propose, toi, tu décides, une feature dans une domaine que tu connais, donc il fait le premier jet et tu lis chaque ligne. Cran 3, l'agent, c'est un assistant. Tu conduis, en fait, authentification, par exemple, facturation, migration de données, archi critique. Là, tu écris. Ce qu'il va faire, il va commenter, il te challenge, mais c'est toujours toi qui tiens le clavier. Alors, comment choisir? Deux questions. 1. Si c'est faux,
est-ce que je suis capable de le voir? Un test rouge, une page blanche, je suis capable de le voir de mes propres yeux. Une race condition, donc un problème de concurrence, qui corrompt 3% des lignes pendant 6 mois. Non, je ne suis pas capable de voir ça. Si c'est faux, 2, donc ça c'est là le point 2. Si c'est faux, combien ça coûte? Un script jetable, bon, ça coûte quasiment rien. Une migration, ta soirée, et peut-être des données. Donc là, c'est à toi de voir. Erreur invisible, plus coût élevé, en fait, il faut cran 3 toujours. Et le corollaire de ça compte autant que le modèle. Le bon dev n'est pas celui qui délègue tout, c'est celui qui sait quoi déléguer, comment le cadrer l'intelligence artificielle et quand reprendre tout simplement le clavier. Dernière chose, et c'est là que se joue en fait ta valeur. Les agents IA sont spectaculaires pour les premiers 80%. Loi de Pareto, ça s'appelle loi de Pareto en fait. 20% c'est 80-20. La vraie valeur en fait elle est apportée par 20% des tâches. C'est une loi de l'économie. Tu demandes une application, tu obtiens un écran de login, un dashboard, une base, un API. En 20 minutes, tout le monde applaudit. Mais un prototype, ce n'est pas un produit. Les 20% restants, les cas limites, la sécurité, les perfs, la gestion d'erreurs, l'observabilité, la migration, les reprises après incident, la cohérence avec les 15 ans de code qui existent déjà. Quand la première version, en fait, elle devient gratuite, là, c'est la finition, en fait, qui devient un problème. 2 personnes demandent la même app à la même intelligence artificielle, 2 prototypes équivalentes, l'un s'arrête quand la démo elle marche, l'autre en fait un truc qui va tenir en production. Et toute la valeur est dans cet écart. Et un dernier point qui n'est pas technique. Quand ça tombe en prod, aucune entreprise ne va dire à ses clients en fait, moi je suis désolé parce que en fait, c'est l'intelligence artificielle qui a créé le code. Donc ce ne sera jamais une excuse. Pendant, il va être sur le commit, donc sur la PR, et la boîte, l'entreprise, elle va assumer. Et si les agents IA génèrent 10 fois plus de changements, tu peux produire 10 fois plus de dettes, de vulnérabilité et de régression. Donc, le développeur qui compte, c'est celui qui peut dire « je sais ce qui a changé ». Je connais les limites de cette application, j'ai testé les différents scénarios critiques et j'assume ce qui part en production. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les développeurs? En fait, c'est le titre de cette vidéo. Pas comme, en fait, elle va pas le remplacer pas comme on l'imagine. Elle va automatiser une part croissante de son travail et elle redéfinit ce qui a de la valeur. Donc, ce qui devient fragile, c'est de traduire des specs clairs en code standard. Donc ça, c'est le premier à partir. Si tu es, comme on dit, un pisseur de code, malheureusement, pour toi, ça n'a plus aucune valeur aujourd'hui. Par contre, ce qui prend de la valeur aujourd'hui, c'est de comprendre une situation floue, clarifier le problème, choisir le bon problème qu'on veut résoudre et évaluer de manière honnête le résultat. Donc, finir les 20% et assumer tout simplement le résultat. Le développeur, il ne va pas disparaître. C'est juste qu'il va monter d'un cran en termes d'abstraction. Hier, la question c'était comment est-ce que je vais coder ça? Demain, la question c'est qu'est-ce qu'on construit? Comment on peut prouver que ça fonctionne, que ça marche? Et qu'est-ce que je peux raisonnablement déléguer à l'intelligence artificielle? Donc, l'IA rend la production de code facile, gratuite, presque gratuite. Par contre, elle va rendre la capacité de juger si c'est du bon code ou pas rare. Donc, le vrai danger, ce n'est pas que l'IA elle soit capable de coder. Le vrai danger, c'est que les développeurs, en fait, ils arrêtent tout simplement de penser par eux-mêmes.